Laurent Bazin vous informe sur Europe 1. Et on parle ce soir ensemble de harcèlement sur les réseaux sociaux. Encore une fois, n'hésitez pas, 39 21 si vous en avez été victime, pour en parler ensemble. Il y a quelques cas médiatiques, bien évidemment. On peut penser à Michel Simès qui a fini par quitter Twitter. Là, il n'y a pas eu de gros bobo. Il a effectivement plus supporté le climat ambiant, on va dire, sur le réseau social. Mais ça concerne beaucoup plus de gens, beaucoup d'anonymes et notamment des enfants. Et bien, le gouvernement veut changer ça. On vous le disait ce matin sur Europe 1. C'est Grégoire Martinez qui vous l'annonçait, qui est d'ailleurs là avec nous ce soir pour en parler. Que faire si vous êtes harcelé ou si vos enfants sont harcelés sur les réseaux sociaux? On en parle avec l'avocate Delphine Meillet. Bonsoir à vous. Bonsoir. Spécialisée donc dans ce type de cas. Et avec Justine Atlan, bonsoir. Bonsoir. Directrice de l'association e-enfance. D'abord, Delphine Meillet, le harcèlement, c'est quoi? Le harcèlement sur les réseaux sociaux, quelle forme ça peut prendre? C'est une bonne question. Le harcèlement, c'est une humiliation, une intimidation qui se répète. Et cette humiliation et cette intimidation peut intervenir soit par des photos, soit par des textes. Ça peut être donc des images ou des mots qui humilient et qui blessent un individu. C'est ça du harcèlement. Oui. Ceux qui vous appellent, par exemple, pour vous demander de se saisir de leur cas, ce sont soit des gens qui sont victimes de propos tenus à leur sujet ou au sujet de leur famille, ou alors des photos qui sont postées et qui ne leur conviennent pas, ou des vidéos, bien entendu. Qui veulent faire retirer parce qu'ils considèrent que c'est un problème. Beaucoup d'enfants ? Oui, beaucoup d'enfants. Le harcèlement, on l'a tous connu même avant l'ère du numérique. Donc effectivement, le numérique a rajouté un outil qui poursuit les enfants dans leur chambre le soir, la nuit. Donc qui fait que le harcèlement sort des murs de l'école. Et c'est vrai que je rajouterais que le harcèlement, c'est ce côté, il y a une intention malveillante de la personne qui harcèle. Elle a vraiment une intention de nuire, et c'est ce qui fait qu'elle a des actes répétés. Et que souvent, quand ça concerne des adolescents, elle n'est pas toute seule à le faire. Il y a tout un groupe qui s'agrège contre cette personne victime. Donc, avec des horreurs ? Avec des horreurs, oui, parce que d'un point de vue légal, on peut qualifier d'incitation au suicide, ce qui est dans le harcèlement que subissent les adolescents, puisqu'on va leur dire en ligne tu ne mérites pas de vivre, tu mériterais de te pendre, qu'est-ce que tu fais encore là, voilà, en rajoutant effectivement des discriminations, je dirais, qui sont parfois physiques, parfois d'autres natures. Donc tout ça agrégé, oui, c'est assez l'horreur. Maître Meillet ? Oui, il faut savoir que la déflagration est terrible. Sur des réseaux sociaux, c'est beaucoup plus simple qu'un appel. Si vous voulez, si vous téléphonez à quelqu'un pour l'insulter, c'est une chose. Si vous postez sur son Facebook ou sur le Facebook d'autres, ou Facebook ou autres d'ailleurs, sur d'autres réseaux sociaux, des intimidations, ça a un effet, un impact sur vous-même extrêmement fort. Parce que l'anonymat, parce que l'agresseur n'a pas de visage. Ça dépend, c'est pas toujours anonyme. Effectivement, ce qui est vrai, c'est que sur Twitter, il y a plus de harcèlement ou plus d'insultes, plus d'injures, plus facile, puisque sur Twitter, on peut tout à fait être anonyme. Ouais, c'est ça. Donc effectivement, l'anonymat protège, en tout cas, fait en sorte qu'on s'exprime plus librement. On parle. C'est une meute. Vous avez l'impression qu'il y a une meute qui vous poursuit. Exactement. Donc, c'est ça. On a parlé des enfants, mais j'imagine que ceux qui vous appellent ne sont pas tous des enfants ou des parents. Non, tout âge, toutes conditions sociales confondues. Il y a absolument tout. Vous pouvez être grand-mère et être harcelée. Un exemple que vous citiez ce matin sur Europe 1, Grégoire Martinez, c'est celui de Marion Séclin. Elle est comédienne. Son tort a été de poster une vidéo, c'était en 2016, dénonçant le harcèlement de rue. Elle vous a raconté ce qui s'est passé ensuite. Ça a été très mal pris et ça a commencé sur les réseaux sociaux de toutes parts, avec des menaces de mort, des menaces de viol et des insultes. Et évidemment des appels au suicide, des menaces d'aller tuer ma famille. Enfin bon, ça s'est éloigné. Alors ce matin, vous disiez, Grégoire, et bonsoir à vous, vous nous racontiez sur Europe 1 que le gouvernement a décidé de passer à l'action en faisant quoi? Parce que où est le problème finalement, d'abord, pour commencer? Le problème, c'est que les plateformes sont jugées laxistes dans la modération des contenus qu'ils appellent illicites, c'est-à-dire tout ce qui relève du sexisme, du racisme, de l'antisémitisme, du harcèlement ou du piratage. Ça marche très bien pour le terrorisme, il y a déjà des lois qui ont été passées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il y a un message d'appel ou d'incitation au terrorisme, il est retiré dans l'heure? Il est retiré quasiment dans l'heure. Aujourd'hui, ça marche assez bien. Mais sur les autres types de contenus, ça marche pas toujours très bien, notamment parce que ces plateformes, elles sont américaines. Ces réseaux sociaux, ils sont américains. Et donc, ils n'ont pas la même vision de la liberté d'expression que nous, en France. Ils ont la vision de la liberté d'expression américaine qui est beaucoup plus large. Ça veut dire que j'ai le droit de dire un certain nombre de gros mots sans que ça pose de problème. Vous allez pouvoir d'incitation à la haine raciale, non.
Incitation à la haine raciale, c'est plus complexe, mais vous allez pouvoir dire un certain nombre de gros mots sans que ce soit effectivement vu comme contraire aux pratiques. Je fais l'économie des gros mots, mais vous en avez cité quelques-uns tout à l'heure. Que propose le gouvernement? Que veut faire le gouvernement? Plusieurs choses. La première chose, c'est de faciliter le signalement des contenus qui posent problème avec la mise en place d'un bouton qui serait présent à côté de chaque message ou d'un message d'information pareil. Sur Facebook, on a le partager, le aimer, on rajouterait le bouton signaler. Par exemple, il existe déjà. Il existe déjà effectivement, mais il n'est pas forcément très simple à trouver. L'idée, ce serait qu'il soit encore plus visible et caché, et qu'il soit obligatoire surtout sur toutes les plateformes. Un clic de plus. Exactement. La deuxième chose, ce serait la réduction du délai de modération. Donc on est déjà à 1 heure sur les contenus terroristes, ça a été obtenu au niveau européen, mais ça passerait à 24 heures pour les autres types de contenus, donc le sexisme, le racisme, l'antisémitisme. Ensuite, la modération pourrait être déléguée en cas de besoin à des associations spécialisées qui pourraient aider les plateformes, les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, à dire s'il faut retirer ou non ce contenu, s'il est contraire à la loi française. Et puis une autorité indépendante. Ils ont des délégations en France, les différents réseaux sociaux, ils connaissent la loi. Les plateformes ont des délégations en France, mais encore une fois, ils sont régis par la loi américaine. Ils opèrent. On leur dirait, vous n'avez pas le choix parce qu'en France, ça se passe comme ça. Exactement, tout à fait. Et puis enfin, il y aurait une autorité indépendante qui serait chargée de vérifier que tout ça est respecté et qui pourrait procéder à des testings surprises pour vérifier effectivement que la modération fonctionne correctement. Alors je vois et l'avocate Delphine Meillet et Justine Latran extrêmement perplexes. Justine Latran, vous commencez? Oui, je suis perplexe parce qu'il y a beaucoup de choses qui existent déjà en réalité, notamment sur les délais de retrait. Une plateforme est de toute façon obligée depuis bien longtemps de retirer dans un délai raisonnable, comme on dit. Pourquoi raisonnable? Dans la loi, c'est marqué raisonnable. Donc dès lors que la plateforme a été tenue au courant qu'il y a un contenu illicite qu'elle héberge, elle doit le retirer dans un délai raisonnable. Donc après, est-ce qu'on va préciser le mot raisonnable? C'est de préciser le mot raisonnable. Il y a un problème, c'est qu'en Allemagne, l'Allemagne a précisé ce délai raisonnable qui est passé à 48 heures et ça pose en réalité beaucoup de problèmes à l'inverse d'être dans la contrainte du 48 heures parce qu'il faut pouvoir apprécier justement le caractère illicite du contenu en 48 heures avec ou sans l'intervention justement d'un magistrat ou d'un juge. Enfin voilà. Donc tout ça n'est pas aussi simple qu'on le croit. Je pense qu'il y a plutôt un effort de modération à faire de ces plateformes qui n'ont pas suffisamment investi depuis très longtemps parce que leur modèle économique est ainsi fait dans la modération, dans des moyens humains quotidiens effectivement pour modérer ce qui aille sur la plateforme. Mais concrètement, vous, association e-enfance ou vous, avocate, quand vous demandez un retrait... Oui, pour vous donner juste... Moi, je peux en témoigner, mais vous aussi, mais on n'a pas la même expérience, je crois. Pas du tout. Voilà. Allez-y. C'est plus facile lorsqu'on s'occupe de mineurs, manifestement. Voilà. Moi, je ne m'occupe pas uniquement de mineurs, mais également... Autrement dit, pour les mineurs, on obtient gain de cause. Pour les mineurs, il se trouve que la Commission européenne, depuis très longtemps, a demandé aux plateformes d'avoir effectivement des points relais dans les pays. Et nous en sommes à e-enfance et notre numéro vert Net Écoute aussi. Donc, ça nous permet de demander aux réseaux sociaux de retirer, et c'est vraiment dans l'heure qu'ils le font, des contenus harcelants ou des profils. C'est important, parce que ça veut dire que quand on est parent, ça veut dire qu'on peut obtenir effectivement des retraits de messages qui mettent nos enfants en danger. Absolument, ça je suis en avoir connaissance. Voilà, bien sûr. Mais c'est vrai qu'on peut le faire. En revanche, je sais qu'on est sur une population ce qu'on appelle vulnérable des mineurs et que là-dessus, ils sont effectivement beaucoup plus vigilants. Quand on est adulte. Alors, pour vous donner un chiffre, Facebook, c'est 2 milliards de comptes. 2 milliards de comptes. 7000 modérateurs dans le monde entier. 7000 modérateurs qui doivent s'adapter à toutes les législations, sachant que la liberté d'expression aux États-Unis est beaucoup plus large qu'en France. Ça vous donne juste un cadre. En France, Facebook et tous les autres réseaux sociaux ont le statut d'hébergeur et pas d'éditeur. C'est-à-dire que la loi prévoit à ce jour que l'hébergeur n'est pas responsable des contenus qu'il diffuse. Mais il y a cette possibilité de signaler. Donc là, je vous resitue le cadre juridique, mais il y a la possibilité de signaler. C'est ce que vous indiquez. Donc concrètement, si quelqu'un me harcèle sur Facebook ou sur Twitter. Mais on signale. Alors en matière d'apologie du terrorisme, en matière de crimes contre l'humanité, en matière de pédopornographie, là, ça va très vite. Il y a des systèmes d'intelligence économique qui sont mis d'intelligence artificielle qui sont mis en place et qui fonctionnent. En revanche, pour tout ce qui est injure, diffamation, racisme, c'est beaucoup plus compliqué. Vous signalez, et enfin, en tout cas moi je signale, ou des personnes qui sont victimes signalent, et la réponse se fait attendre très souvent. Combien de temps ? C'est pas si simple, mais ça peut prendre plusieurs jours, ça peut voire semaines, soit ne pas fonctionner. Soit ne pas fonctionner. Marquons une pause là-dessus, 39-21 pour vos réactions. On entendra notamment Mathilde qui nous a appelé tout à l'heure. Elle a 17 ans, elle a été harcelée dans son collège il y a quelques années. Europe Soir, Laurent Bazin sur Europe 1. Comment faire face au harcèlement sur les réseaux sociaux ? Encore une fois, ça arrive aux adultes, on en a parlé, ça arrive aussi aux enfants, aux adolescents, et c'est votre cas, Mathilde. Vous nous avez appelé tout à l'heure au 39-21. Bonsoir. Bonsoir. Mathilde, ça vous est arrivé quand et dans quelles conditions ?
J'avais 13 ans, c'était en classe de 5e. J'étais déjà harcelée depuis 1 an et demi quand le harcèlement à proprement parler sur les réseaux sociaux a commencé. C'était assez mineur comparé au harcèlement physique que je subissais, mais je recevais des messages d'insultes. C'est-à-dire des personnes que je ne connaissais pas me disaient que j'étais une grosse pute, que le lendemain ils allaient m'arranger mes dents, que j'étais un sale rat, qu'ils allaient me péter la gueule. Qu'est-ce qu'ils vous reprochaient en fait, Mathilde, ces gens? Ils m'ont reproché de ressembler à un rat parce que j'avais les dents en avant et on m'insultait sur ce défaut physique. C'était il y a 3 ans, c'est ça? 4 ans? C'était en 2014, donc 4 ans. 4 ans. Comment est-ce que vous avez arrêté ce processus qui est invraisemblable? Et est-ce que d'abord, première question, est-ce que ça vous a mis en danger, vous, physiquement? Physiquement, c'est-à-dire dans le sens est-ce que il vous est venu des ou... pensées insupportables? Est-ce que vous avez pensé, par exemple, à, voilà? Oui, j'ai même failli mettre fin à ma vie plusieurs fois. C'est-à-dire que à cette époque, la seule manière que j'avais de tenir une journée, c'était de me dire que le lendemain, je me suiciderais. Et je reportais tous les jours mon suicide au jour suivant. Comment vous en êtes sortie, Mathilde? J'ai porté plainte. Vous avez porté plainte? Parce que vous connaissiez vos harceleurs? C'était vos copains de classe, c'est ça que je comprends. Oui, c'est ça. Oui. Donc on avait des noms et des visages. Ça a arrêté l'affaire du jour au lendemain de porter plainte? Je crois qu'on a perdu Mathilde. J'ai peur que la liaison ait été coupée. Vous me le confirmez? Oui, apparemment. Justine Atlan, c'est assez frappant, évidemment. Ce sont des cas que vous voyez, vous, régulièrement. Le harcèlement est d'abord physique, si j'ose dire. Il a un visage et puis, à un moment, il se transfère sur les réseaux sociaux, c'est ça? Entre adolescents, c'est toujours quelqu'un qu'on connaît qui vous harcèle. En fait, puisqu'à l'école, à cet âge-là, on fait tout, on travaille, on a ses premiers amours, on a ses amis. Toute la vie est à l'école. Donc, effectivement, c'est de celui-là que vient le harcèlement. Donc, 9 fois sur 10, les victimes connaissent parfaitement leur harceleur. Il y en a rarement qu'un seul, c'est tout un groupe, mais c'est l'effet de meute dont vous parliez tout à l'heure. Absolument, c'est du lynchage en ligne, c'est vraiment une mise à mort. Et ce que raconte cette jeune fille, c'est ça, c'est qu'elle sent bien qu'on lui demande d'arrêter de vivre et que la seule solution que ça s'arrête, c'est de sortir de la vie, puisque toute votre vie, il n'y a pas de vie privée qu'à l'adolescence. Il n'y a pas, j'arrête de rentrer du travail, je rentre chez moi, ça s'arrête. Non, tout est là. Ce qui est bon à entendre, c'est qu'à un moment, il y a eu plainte et que ça s'est arrêté. C'est très important ça. Et qu'elle en parle. On le conseille systématiquement. C'est très important. Malheureusement, ça a coupé. Et puis, il y a d'autres options également. Il y a le fait de quitter les réseaux sociaux. Vous donnez plus de prise. Alors certes, c'est la double peine parce que vous êtes déjà victime sur les réseaux sociaux, vous voulez les conserver, mais vous les quittez. Alors, vous ne pouvez plus communiquer. Bon, mais néanmoins, on ne peut plus communiquer sur vous. Téléphone, avec des numéros de téléphone, on peut vivre sans réseaux sociaux. Mais c'est très difficile pour les adolescents. Oui, je sais on leur demande de bloquer. On leur dit de bloquer. Alors, donc, il y a quitter les réseaux sociaux, donc supprimer son compte, ou effectivement bloquer. On bloque les individus. Maître Meillet, vous donnez le même conseil aux adultes qui se trouvent dans des situations identiques? Oui, j'ai défendu une jeune fille qui était victime d'un harcèlement extrêmement lourd sur Twitter. C'est quoi extrêmement lourd? C'est-à-dire qu'elle recevait des tweets, mais d'une extrême violence et à tous les niveaux, de toutes les violences que vous pourriez imaginer. C'est-à-dire raciste, pardon. Sexiste, extrêmement sexiste. Et elle a supprimé son compte, mais du jour au lendemain, elle se sentait mieux parce qu'elle avait enfin une prise sur la situation. Alors évidemment, on veut conserver son compte Twitter, mais parfois, il vaut mieux savoir faire ce genre de choses. Bien sûr. Il y a des choses à ne pas faire quand on ouvre un compte Twitter ou quand on ouvre un compte Facebook, ne pas mettre certaines photos, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a des précautions à prendre? Est-ce qu'il y a des déclencheurs de harcèlement? C'est des bonnes pratiques plus générales qui n'ont pas forcément à voir avec le harcèlement. C'est qu'effectivement, il est conseillé de faire attention à tout ce qu'on partage quand même sur les réseaux sociaux, puisque par définition, tout ce qu'on partage sur Internet peut à un moment devenir public, même si on pense que sur un réseau social, on n'a que certaines personnes qu'on a acceptées. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Une personne peut la récupérer, l'enregistrer, la mettre en ligne ailleurs. Donc c'est une pratique plus générale de faire effectivement attention à ce qu'on met en ligne. En fait, c'est un peu comme marcher dans la rue. Il faut juste apprendre à si vous voulez, dans la rue, vous marchez sur le trottoir et les voitures. On apprend à marcher d'une certaine, sur le trottoir. Et ben c'est la même chose sur les réseaux sociaux. Il faut apprendre à poster des choses
régulière. Que vous maîtrisez. Voilà, c'est ça. Juste... temps, oui. Ce sont et c'est pas simple quand on est adolescent. Oui, et puis ce sont ceux qui harcèlent qui restent responsables. Il ne faut pas non plus culpabiliser les victimes. Non, c'est vrai que ce qu'elles mettent en ligne parfois ne prêtent à rien. Elles sont harcelées, elles n'ont rien mis en ligne. Bien sûr. Parfois, il y en a qui n'ont pas de compte. Un témoignage que je lis, celui d'Adrien qui nous appelle de Paris en disant qu'il y a une vidéo de lui qui n'arrive pas à retirer de YouTube et qui lui attire beaucoup de critiques ou de commentaires. On peut faire retirer une vidéo ? Oui, c'est difficile. Ça dépend déjà de la nature de la vidéo. Vous signalez à YouTube la vidéo en question illicite, YouTube réagit ou pas. Oui, c'est pas si simple. Et parfois, il faut aller en référé, mettre en cause YouTube, donc saisir le juge en référé pour voir supprimer la vidéo. Et justement, dans les mesures qui sont prévues, il y a la possibilité de faire appel de la décision d'un réseau social qui supprime ou pas le contenu, qui aujourd'hui est incontestable. Enfin, c'est très compliqué à contester à moins d'aller devant un juge. Là, il y aura une procédure d'appel qui sera mise en place plus simplement. Merci à tous les trois de nous avoir aidés à faire le point sur ce dossier. Delphine Meillet, donc avocate spécialisée dans ces dossiers-là. Justine Atlan, je rappelle, directrice de l'association e-Enfance, qui travaille énormément évidemment sur ces sujets et heureusement sort beaucoup de gosses de situations très compliquées. Et Grégoire Martinez, évidemment, d'Europe 1, spécialiste du numérique. Europe 1.